Bonjour, bonsoir, comment vous êtes? Moi, je souhaite que nous en forme, grâce à Dieu, moi bien. Et je suis content pour moi avec nous pour série de cours en vidéo, ça y est. Et moi, à poursuivre avec cours là. Nous sommes maintenant à la page 26, à la section 4. C'est garantie d'une certaine indépendance des époux. Et nous allons voir que la loi confère certains pouvoirs exclusifs des époux sur certains biens. Et au point B, nous allons voir la maîtrise des biens personnels. Nous allons voir la maîtrise des gains professionnels. Et nous allons voir la situation de présomption de pouvoir, qui va nous amener à voir la situation de l'ouverture et du fonctionnement de compte bancaire et quelles sont les opérations relatives aux biens meubles détenus par un époux. Et à la section 5, nous allons voir la modification judiciaire des pouvoirs des époux. Et pour terminer, et ce cours, on ne va pas être trop long aujourd'hui pour vous permettre de mieux assimiler le cours. Garantie d'une certaine indépendance des époux. Maintenant, vous savez, lorsqu'on est mari et femme, on forme un couple marié, on forme un ménage. Il y a des pouvoirs qui s'exercent de concert. Et même si chacun des époux est indépendant, ce qui a trait à la gestion de ses biens propres, mais aussi la loi institue une certaine interdépendance, puisqu'il y a certains actes que la loi exige qu'il y ait le consentement des deux. Maintenant, on va voir à la section 4 les garanties d'une certaine indépendance des époux. Ne l'oubliez pas, ces règles concernent tous les couples mariés, quel que soit le régime matrimonial. Maintenant, ces règles s'appliquent à tous les couples mariés. C'est pourquoi nous sommes toujours au titre 1, au chapitre 1er, le régime primaire, où ces règles s'appliquent à tous les gens mariés. Maintenant, on va voir au point 1, exclusivité de pouvoir sur certains biens. Là, on va voir, quel que soit le régime matrimonial en question, il y a certains pouvoirs que chaque époux a sur certains biens. Et ces questions de pouvoir sont indifférentes par rapport au régime matrimonial en question. Je vous le disais dans l'introduction du cours que les deux questions fondamentales que pose et répondent le droit des régimes matrimoniaux, c'est d'abord une question de propriété et une question de pouvoir. Dans la question de propriété, c'est comment déterminer le propriétaire du bien. Et dans la question de pouvoir, c'est qui a le pouvoir de gestion, d'administration sur le bien. En règle générale, pour répondre à ces deux questions, il faut déterminer d'abord le régime matrimonial du couple en question. Mais néanmoins, on va voir que, quel que soit le régime matrimonial ici, il y a certains biens où la loi exige qu'il y ait chaque époux un pouvoir sur certains biens. On va voir les biens personnels. Chacun des époux administre, oblige et aliène seul ses biens personnels. C'est l'article 10 du décret du 8 octobre 1982 fixant à la femme mariée un nouveau statut. C'est une règle impérative qui s'applique à tous les couples, quel que soit le régime matrimonial. Donc, quel que soit le régime matrimonial, un époux peut avoir ses biens propres à lui. Maintenant, on appelle biens propres ou biens personnels. Mais relativement à ses biens propres ou à ses biens personnels, l'époux propriétaire a la libre administration de l'ensemble de ses biens propres. Il peut les aliéner, il peut les vendre, il peut en disposer comme bon lui semble, puisque ce sont ses biens propres. Cette règle s'applique à tous les couples mariés. Aucun régime matrimonial ne pourrait enlever à un époux le droit de gérer l'ensemble de ses biens propres. Néanmoins, un époux peut donner mandat à son conjoint pour gérer ses biens. Autrement dit, la qualité d'époux et d'épouse ne vous confère pas le droit de s'immiscer dans la gestion des biens de votre conjoint. Maintenant, une telle décision sur les biens propres sera déclarée nulle, puisque même si c'est le bien de votre mari, c'est le bien de votre femme, vous n'avez pas de pouvoir pour s'immiscer dans la gestion de ces biens. Mais rien n'empêche aussi à un époux de mandater son conjoint pour gérer ses biens propres. Vous savez, le mandat, c'est un contrat entre deux personnes, et l'une qui
mandataire et l'autre qui est mandante, ou le mandant demande à une autre personne mandataire d'effectuer tel acte pour lui et pour son compte. C'est un contrat. Maintenant, comme on peut donner mandat à n'importe quelle personne pour gérer ses biens, la loi n'interdit pas aussi aux époux de se donner mandat l'un et l'autre relativement à la gestion de ses biens propres. C'est pourquoi un époux peut donner mandat à son conjoint pour gérer ses biens. Dans ce cas, il n'agit pas comme époux ou comme épouse, il agit comme mandataire. Maintenant, c'est dans aussi ce cas qu'un époux peut s'immiscer dans la gestion des biens de son mari, c'est lorsqu'il a été mandaté par celui-ci. Et plus devant, on va voir aussi, il y a des situations qui peuvent se présenter où un époux peut demander au juge de lui habiliter à gérer les biens de son conjoint, et on va voir dans quel cas ça peut arriver. Mais ça peut arriver. Mais le principe, il est clair, c'est que chaque époux a l'entière administration, l'entière disposition de l'ensemble de ses biens. Il peut toujours donner mandat à son conjoint pour gérer ses biens. Dans ce cas, ce mandat présente deux caractères. D'abord, ce mandat, il est révocable. L'époux peut le révoquer à tout moment. Ce mandat aussi peut être tacite ou il peut être express. Cette particularité s'applique qu'au mandat entre époux. C'est ainsi, le mandat est express lorsqu'il est écrit dans un document qui peut être sous signe privé ou dans un document authentique. Et il peut être aussi tacite, il n'y a aucun mandat qui a été donné à l'autre époux. Dans ce cas, il peut agir comme mandataire. Le mandat tacite correspond à la situation où un époux s'immisce dans la gestion des biens de son conjoint sans que celui-ci ne lui ait donné un mandat. Mais les actes accomplis par l'époux mandataire le sont au vu au su de l'époux. Et il sait que les actes accomplis par son conjoint, et il n'a pas protesté, il n'a pas refusé, il n'a dit rien. Comme tel, ceci équivaut à un mandat tacite. Le faire par vous-même, de savoir que votre conjoint pose des actes sur votre bien propre. Vous n'avez formulé aucune protestation. Vous n'avez formulé aucune objection face à de tels actes. Ceci équivaut à un mandat tacite. Dans ce cas, les actes accomplis seront valables parce qu'il a été accompli par un mandat, même si ce mandat est tacite. Cette possibilité s'applique uniquement au mandat entre époux. Maintenant, une tierce personne ne peut pas s'immiscer dans la gestion de biens d'autrui sans que celui-ci ne lui ait pas donné mandat. Il ne peut pas prétexter qu'il a eu un mandat tacite, puisque le mandat tacite existe entre époux. Maintenant, l'autre particularité du mandat entre époux, c'est que si dans le mandat rien n'était précisé, on n'est pas obligé de rendre compte à la fin de son mandat. En principe, lorsqu'on est mandataire, on doit rendre compte au mandant. On doit lui donner un rapport. Mais pour les mandats entre époux, on n'est pas obligé de fournir un rapport si dans le mandat en soi, il n'y avait pas cette clause où il est fait obligation aux époux de donner un mandat à son conjoint. Maintenant, c'est cette particularité qui existe entre mandats entre époux. Maintenant, la règle, elle est simple. Vous savez, le principe, c'est que chaque époux a l'entière administration de l'ensemble de ses biens, mais rien n'empêche à un époux de donner mandat à son conjoint pour gérer ses biens. Et le mandat, il peut être tacite comme aussi il peut être express. Et il est express lorsqu'il est écrit quelque part, dans un acte sous un privé ou un acte authentique. Et il est tacite lorsqu'il n'est écrit nulle part, mais l'autre époux sait les actes accomplis par son conjoint et il n'a pas décidé de protester aux actes. Dans ce cas, ce qui vaut à un mandat tacite. Maîtrise des gains professionnels. Maintenant, chaque époux est libre d'exercer une profession, un métier. Et comme il est libre d'exercer une profession et un métier, il est libre aussi de percevoir ses gains et salaires. Maintenant, il faut voir que lorsqu'on travaille, soit on touche par jour, ou touche par mois, par semaine, si on est un fonctionnaire, si on est un employé, ou si on exerce un métier libéral, on a des honoraires. Maintenant, on perçoit tous ces honoraires, tous les flux de son travail, et on les gère. On n'a pas de compte à rendre à son conjoint des gains et salaires que vous avez perçus dans le cadre de votre travail. Mais il faut savoir aussi que vous avez l'obligation de contribuer
aux charges du ménage. Mais si vous ne contribuez pas aux charges du ménage, il y a une action en justice qui peut être intentée contre vous pour vous obliger à contribuer aux charges du ménage. Mais néanmoins, si vous contribuez aux charges du ménage, vous ne gaspillez pas vos revenus, vous êtes libre de gérer vos revenus comme vous voulez, et l'autre époux ne peut pas s'immiscer dans la façon dont vous percevez, dans la façon dont vous gérez, dans la façon dont vous faites des dépenses relatives à vos gains et professionnels, puisque vous avez cette liberté de percevoir ces flux et la liberté de gérer ces biens. Quel que soit le régime matrimonial, on ne peut pas vous empêcher de percevoir vos propres revenus, vos propres salaires et de les gérer comme vos semble. Maintenant, il y a donc une maîtrise parfaite de ces revenus, quel que soit le régime matrimonial. On va voir au point 2 la présomption de pouvoir. Ouverture et fonctionnement d'un compte bancaire, opération relative aux biens meubles détenus par un époux. Maintenant, ouverture et fonctionnement d'un compte bancaire. La loi vous dit, chaque époux, chaque conjoint est libre d'ouvrir un compte bancaire et d'effectuer toutes les transactions nécessaires. Et le banquier ne peut pas demander au mari ou à la femme, est-ce que votre mari ou votre femme était au courant de ce montant que vous venez de déposer à la banque. Et aussi, les transactions qui peuvent être faites, il n'y a aucun compte aussi à rendre et au banquier. Maintenant, l'on peut se dire, mais c'est normal, cela va de soi. Mais vous le savez, avant le décret du 8 octobre 1982 fixant à la femme mariée un nouveau statut, la femme mariée sous le régime de la communauté légale ne pouvait pas ouvrir un compte bancaire toute seule sans avoir l'autorisation de son mari. Et aussi les transactions en l'espèce pour être reçues par la banque devraient recevoir l'autorisation de son mari. Mais avec les luttes de la femme qu'on avait vues, le droit des régimes matrimoniaux, c'est un droit qui est marqué d'idéologie, où la femme est en quête d'égalité, ce qui a poussé le législateur à permettre, comme l'homme, comme la femme, chacun des époux est libre de se faire offrir un compte bancaire, de faire toutes les opérations indispensables, et chaque époux n'a de compte à rendre à aucun époux relativement à la gestion de son compte bancaire. Opérations relatives aux biens meubles détenus par un époux. En principe, sur le régime de la communauté légale, les meubles, ils sont communs, et comme tel, l'administration des biens meubles devait être faite par les deux conjoints. Mais on vous dit que l'époux qui détient individuellement un meuble, maintenant, dans ce cas, il peut prendre des décisions sur ce meuble sans avoir recours au consentement de son conjoint. Maintenant, je disais, il faut que le meuble soit détenu individuellement par un époux. Maintenant, si le meuble marque une détention collective, dans ce cas, pour décider sur ce meuble, on doit avoir le consentement des deux époux. Maintenant, si l'on prend une montre, si l'on prend un téléphone que l'on a, maintenant ça marque une propriété individuelle. Le téléphone, la montre, n'est pas détenu individuellement par les deux conjoints. Mais comme ça, pour vendre un téléphone, pour faire une donation d'une montre que l'on a, on n'a pas besoin d'avoir le consentement de son mari ou de sa femme, puisque c'est vous-même qui détenez individuellement ce meuble, on peut les disposer sans avoir le consentement de son conjoint. Mais toute la question, c'est lorsqu'on est en présence d'un meuble, on va déterminer est-ce qu'il y a une marque de détention individuelle ou non. Si l'on prend les meubles qui garnissent la maison, si on prend le téléviseur, si on prend le salon, la salle à manger, ce sont des meubles et qui sont détenus par les époux. Pour décider de les vendre, il faut avoir le consentement des deux, puisqu'il n'y a pas une marque de détention individuelle. Par contre, pour certains biens qui a une marque de détention individuelle, on peut en décider sans avoir le consentement de son conjoint. Maintenant, nous sommes à la page 30, à la section 5. Nous allons voir modification des pouvoirs des époux. Ah ouais. Les pouvoirs, ils étaient fixés, vous le savez. Les biens propres sont gérés par l'époux propriétaire, même si la loi permet à l'époux propriétaire de donner mandat à son
conjoint pour gérer ses biens. Et il y a des cas où le juge peut habiliter l'autre conjoint à gérer ses biens. Voilà. Maintenant, la règle, c'est ça. Maintenant, il y a une autre règle où les biens communs sont gérés conjointement par les deux. Voilà. Toute décision relative à un bien commun doit être prise par les deux conjoints. Et chaque conjoint administre l'ensemble de ses biens meubles, mais néanmoins, on peut donner mandat à l'autre conjoint. Maintenant, on va voir la section 5, deux situations. Une situation où il s'agit d'accroissement des pouvoirs d'un époux afin d'éviter la paralysie du régime matrimonial. Et on va voir aussi une restriction des pouvoirs d'un époux en vue de sauvegarder les intérêts de la famille. La première situation, on parle d'accroissement des pouvoirs d'un époux. Pourquoi accroissement? Parce que l'on va se trouver dans une situation où une décision qui devrait être prise par les deux conjoints va être prise par un seul époux et cette décision, elle sera valable. Maintenant, on dirait qu'il s'agit d'un accroissement parce que yon bagay côté t'as supposé faire à deux, on fait le pour compte et puis le valable. Maintenant, le pouvoir vient augmenter. Et nous parlons dans l'autre cas, il s'agit plutôt de restriction des pouvoirs. Maintenant, une décision qui devrait être prise que par un époux relative à ses biens propres, et cette décision peut être prise par son conjoint sans qu'il n'ait pas donné mandat à son conjoint, et cette décision, elle va être valable. On va voir maintenant le cas d'accroissement. Dans le cas d'empêchement d'un époux, le tribunal peut autoriser un époux à assumer seul l'administration de la communauté. C'est l'article 9, deuxième alinéa du décret du 8 octobre 1982 fixant à la femme mariée un nouveau statut. On vous dit ici, dans les cas d'empêchement, c'est-à-dire si votre conjoint est empêché, on aimerait prendre une décision sur un bien commun. Comme il est empêché, il ne peut pas exprimer sa volonté. Dans ce cas, l'autre époux peut demander à un juge de lui permettre de prendre cette décision tout seul, et cette décision sera valable dans la mesure où le juge l'a habilité. Maintenant, le mot empêchement, c'est un mot qui a beaucoup de sens, et il y a beaucoup de cas que l'on peut considérer comme des cas d'empêchement. Le mot empêchement, ça peut regrouper un ensemble de situations où un époux n'est pas en mesure de manifester sa volonté. Maintenant, l'empêchement peut être une situation d'absence. L'absence sur le plan juridique. Vous savez, l'absence, c'est la situation où une personne qui est cessée d'apparaître dans ses lieux habituels pendant un certain temps. Maintenant, ce monde qui veut quitter la caille ou pas jamais li, ou aller travailler ou pas de nouvelles li, ou aller caille famille ou pas de nouvelles li, ou aller à l'hôpital ou pas joindre, dans morgue, dans prison pas joindre, et mon ça il pas jamais entrer. Maintenant, il y a une procédure qui peut être mise en œuvre pour obtenir un jugement un jugement déclaratif d'absence. Si on a ce jugement, légalement cette personne elle est absente. Comme elle est absente, elle est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, elle est considérée comme empêchée, comme telle. On va vers le juge, on va dire voici une situation qui arrive. Nous gagnons un petit monde qui est malade, il faut le faire une opération, 5 000 $ américains, son terrain que nous gagnons, mais terrain ça est commun, nous avons l'obligation pour me vendre, mais Marie m'a empêché parce que est absent, voici le jugement, bon mandat pour bon pouvoir, pour moi, et vendre était ça, et pourquoi et juge là, s'il est convaincu qu'il y a empêché, il y a nécessité, la prendre un jugement côté qu'il est habilité à madame à vendre terrain. Et là, ça, il peut aller à notaire là, avec le jugement ça, et côté que notaire là fait mention de jugement ça, et vente la valable, même si c'est un seul époux qui vend, parce que l'autre époux l'y empêché. En l'espèce, l'y empêché parce que l'y absent. Maintenant, il peut s'agir aussi de la disparition. Une personne qui est disparue. Entre l'absence et la disparition, la différence, c'est que dans l'absence, c'est qu'il y a une doute si mon en vie ou non. Maintenant, dans la disparition, mais nous presque sûrs que mon amour, c'est le cas, il y a un avion qui font un crash, et pas une personne qui survécu, tout le monde qui était enregistré à bord de l'avion, mais mon sayo, c'est mon qui portait disparu. Il y a un bateau fait naufrage, il y a repêché de corps qui mourit, il y a des gens qui en vivent, il y a des gens qui n'ont pas retrouvé du tout. Donc ça, mon ça, il portait disparu parce qu'il y a plus de certitude que il mourit. Maintenant aussi la disparition, c'est un cas d'empêchement. Si la personne est atteinte de folie, de fureur, de démence, il est fou. Il y a des gens qui fou, il ne va pas manifester volonté. Et comme tel,
empêché. C'est des exemples d'empêchement que bail, c'est tout le monde qui est dans une situation qui fait que li pas qu'à dire oui d'accord ou bien pas d'accord parce que li pas dans possibilité. Dans cas ça nous relève l'empêchement, dans les pouvoir saisir un juge du tribunal de première instance, il va dire voici les faits qui constituent l'empêchement de mon mari, de ma femme, voici telle décision qui doit être prise nécessairement, eh ben, je vous demande de me permettre de prendre cette décision tout seul. Parce que si le juge vous habilite, cette décision va être valable, quoi qu'elle est prise par un seul époux, quoi qu'elle soit prise par un seul époux, elle va être valable parce que l'époux a été habilité par le juge. Là encore, il ne faut pas aussi écarter les pouvoirs du juge. Si le juge vous donne pouvoir d'affaires, mais vous vendez, l'acte il est nul, puisqu'il ne faut pas écarter l'étendue des pouvoirs qui sont fixés par le juge. Ici, nous voyons que nous sommes en présence d'une augmentation de pouvoir, parce que un pouvoir que nous avons supposé prendre à 2, nous prenons pour compte, nos pouvoirs viennent augmenter, mais c'est le tribunal-là qui a la possibilité ça, et accès à eux, valable. Maintenant, nous parlons de restriction de pouvoir en vue de sauvegarder les intérêts de la famille. Ah ouais. Maintenant, nous connaissons que chaque époux a un pouvoir pour gérer tout bien. C'est évidemment, excusez-moi, c'est évidemment cette prescription de la loi. Chaque époux administre l'ensemble de ses biens. Maintenant, on peut se trouver dans une situation où un époux est dans l'impossibilité de gérer ses propres biens. Maintenant, on va voir ce qui nous est dicté par l'article 11 du décret du 8 octobre 1982 fixant à la femme mariée un nouveau statut, qui vous dit si l'un des époux se trouve d'une manière durable hors d'état de manifester sa volonté, ou s'il met en péril les intérêts de la famille, soit en laissant périr ses propres biens, soit en dissipant ou en détournant les revenus qu'il en retire, il peut, à la demande de son conjoint, être dessaisi des droits d'administration ou de jouissance qui lui sont reconnus. Maintenant, Noël, on vous dit que une situation qui arrive, un cas qui arrive, et juge là, elle saisit par un repos, mais il a décidé de un seul pour pouvoir pour gérer bien l'autre conjoint et laisser ça accueillir valable. Pas oublier de dire que ou pas capable de gérer bien ma ou madame parce que c'est madame ni parce que c'est mari. Toute décision qu'on prend yo nul. Dans le cas ça, c'est juge là ou demande de pouvoir pour gérer bien ma ou gérer bien madame parce que les non situation côté que n'est pas capable. Et l'article 11 voici quelles sont les situations qui sont retenues par l'article 11. On vous dit si l'un des époux se trouve d'une manière durable hors d'état de manifester sa volonté. Maintenant, une personne qui est hors d'état de manifester sa volonté, c'est une personne qui est dans l'impossibilité de faire savoir ce qu'elle pense. Autrement dit, c'est aussi synonyme d'empêchement. Une personne est empêchée, c'est aussi lorsqu'elle est hors d'état de manifester sa volonté. Et dans ce cas, on peut demander à un juge de vous donner le pouvoir de gérer les biens de son conjoint parce qu'il est hors d'état de manifester sa volonté. Maintenant, si l'empêchement est l'équivalent de hors d'état de manifester sa volonté, ce sont les mêmes cas, les mêmes exemples. Il est dans le coma, il est frappé d'incapacité, il est fou, il est porté disparu, il est absent. Toutes ces situations peuvent être considérées comme une situation où un époux est dans hors d'état de manifester sa volonté. Hors d'état de manifester sa volonté. Deuxième motif, s'il met en péril les intérêts de la famille. Comment il peut mettre en péril les intérêts de la famille? En laissant dépérir ses propres biens, ou en dissipant ou en détournant les revenus qu'il en retire. Maintenant, le fait de laisser dépérir ses biens propres, le fait de les dissiper et de les détourner, les revenus qu'il en tire, d'après l'article 11, ceci constitue une situation où l'époux met en péril les intérêts de la famille. Maintenant, pour ces motifs, l'autre époux peut demander au juge de lui donner le pouvoir de gérer les biens de son conjoint, parce que le conjoint se trouve dans une situation où il est hors d'état de manifester sa volonté. S'il met en péril les intérêts de la famille, en laissant dépérir ses propres biens
et en dissipant ou en détournant les revenus, qu'il en retire. Ce sont les motifs dans ce cas. Ce n'est pas vous-même qui allez faire le constat et va s'immiscer dans la gestion des biens de son conjoint. On va produire une demande au juge et dire, magistrat, voici la situation de mon mari et de ma femme, il est hors d'état de manifester sa volonté, il est fou, il est dans le coma, il est absent, il est porté disparu, je ne peux pas laisser ces biens vacants, maintenant je vous demande de me donner le pouvoir pour gérer ces biens. Et comme tel, vous aurez cette liberté pour décider, pour gérer les biens de son conjoint, parce que vous êtes habilité par le juge. Là encore, il ne faut pas s'écarter aussi des limites qui sont fixées par le jugement. Si le juge vous donne droit, par exemple, d'administrer, de gérer, si vous vendez le bien, vous hypothéquez le bien, ces décisions sont nulles, puisque les actes d'administration, de gestion se diffèrent des actes de disposition. Si le juge vous donne droit de vendre, vous vendez, il n'y a pas de souci. Si le juge vous donne droit d'affermer, vous vendez, la vente, elle est nulle, parce que, quoique habilité par le juge, vous avez outrepassé les limites qui sont fixées par le juge. Ici, il s'agit d'accroissement de pouvoir, parce que vous aurez les pouvoirs de votre mari, un pouvoir que en circonstances normales que vous n'aurez pas. C'est un peu de mots sur cette situation, voilà, que c'est des situations où l'on peut voir ses pouvoirs augmenter, où l'on peut voir ses pouvoirs réduire dans des circonstances où l'époux est hors d'état de manifester sa volonté ou dans le cas où l'époux est empêché. Maintenant, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que j'ai été édifiant et comme toujours, j'attends vos questions, j'attends vos commentaires pour continuer le débat avec le co. Vous savez, le déplacement est un peu difficile pour traverser Mathis, c'est compliqué. Maintenant, j'espère que ce moyen va nous permettre d'avancer avec le cours. Et comme ça, j'attends abondamment toutes vos questions, toutes vos remarques, toutes vos suggestions pour embellir le cours, pour développer un peu plus et aussi pour aborder des questions que je n'avais pas eu le temps de mentionner dans le cours vidéo. C'était un plaisir d'être avec vous, mesdames et messieurs. Je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne matinée. J'attends vos questions. N'oubliez pas de mentionner vos prénoms et noms lorsque vous me posez des questions pour poursuivre le débat. Merci beaucoup. Au revoir.